La session دي لك On va donc reprendre notre deuxième session pour cette matinée. Je tenais absolument féliciter les orateurs de tout à l'heure qui m'ont personnellement émerveillé, en particulier les jeunes, mais bien sûr aussi le professeur Jean-François Gauthier qui nous a présenté diabète et grossesse et qui a fait le tour de la question d'une manière impériale. Nous entamons cette deuxième session et nous avons avoir le plaisir d'écouter le professeur Philippe Caron qui, pour mémoire, est un ami de l'Asmédian. Il a déjà participé à nos congrès et je vous tenais à rappeler que pour la première fois qu'il est venu ici au Maroc pour participer à notre congrès, il avait été invité par feu Dr Benadada de Fès. Et donc là, je saisis cette occasion pour réitérer nos prières de miséricorde pour notre cher collègue qui a rejoint l'au-delà, c'est Benadada, et bien sûr réitérer notre bienvenue au professeur Philippe Caron, qui sera toujours parmi nous bienvenu et avec grande amitié. Je cède la parole au professeur Gendouz pour qu'il vous dise qui est le professeur Philippe Caron. Merci, professeur Ravi. Salam alaikum wa rahmatullah. Je tiens à remercier les organisateurs de l'Asmédian pour le choix des thématiques et aussi l'élargissement du temps d'activité en 4 jours. Et sans trop tarder, je vais présenter notre maître, professeur Philippe Caron. C'est un ancien chef de service d'endocrinologie et maladies métaboliques du CHU de Toulouse. Il est aussi ancien président du groupe de la recherche de la thyroïde et aussi coordinateur national du diplôme interuniversitaire de la thyroïde. Et ses grands plans d'intérêt, c'est surtout l'hypophyse et la thyroïde. Et on a lu avec intérêt votre dernière mise à jour sur les hyperthyroïdies et grossesses, cette revue de 2022 sur les annales. Et il est aussi rédacteur, c'est pour ça qu'il a tiqué sur les tracts tout à l'heure. Et donc il est rédacteur en matière de la revue des annales d'endocrinologie. Et donc à vous la parole, il va nous présenter les dysthyroïdies et grossesses. Merci professeur Caron. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous remercier le comité scientifique de ces journées, de m'avoir invité en tant que collaborateur de la collaboration entre l'Asmédia et la Société française d'endocrinologie. Et c'est un énorme plaisir pour moi de vous parler de 2 sujets. Aujourd'hui, je vais vous parler de thyroïde et grossesse. Et demain, je ferai un exposé sur thyroïde et sujets âgés. Alors, je n'ai pas fait de diapositive pour les conflits d'intérêts. Je n'ai aucun conflit d'intérêts avec les 2 sujets que je vais traiter au cours de ces journées. Alors, dans cette première diapositive, j'ai mis en place les différents partenaires qui vont jouer un rôle dans la régulation de la fonction thyroïdienne au cours de la grossesse. Et on va surtout insister sur l'HCG, mais également sur l'hyperestrogénie qui va entraîner une augmentation de la TBG, une diminution relative de la FT4 et une augmentation relative
de la TSH, et puis on parlera un peu plus tard du rôle de la désiodase de type 3. Mais surtout, on va, dans un premier temps, parler d'HCG, qui, comme vous le savez, va se fixer sur le récepteur de la TSH et entraîner un pic de concentration avec une image en miroir de la concentration de TSH. Ce qui veut dire qu'en particulier, toute diminution de la concentration de TSH au premier trimestre en grossesse n'est pas le témoin d'une thyrotoxicose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que cette corrélation, il y a une corrélation entre la T4 libre et la TSH. Et bien, cette corrélation n'est présente en fait que chez les sujets qui n'ont pas d'anticorps, qui n'ont pas de thyroïdite chronique d'Hashimoto, comme c'est un travail de Korevar qui a été publié récemment, qui montre qu'il y a une corrélation entre la T4 libre et l'HCG, mais qui n'est présente que chez les sujets qui n'ont pas d'auto-immunité thyroïdienne. Sitôt qu'il y a des anticorps anti-thyroperoxydase, eh bien, cette corrélation disparaît, ce qui peut expliquer en particulier la fréquence des fausses couches chez les patientes qui ont une thyroïdite chronique d'Hashimoto, qui n'ont pas la possibilité de stimuler la fonction thyroïdienne pour faire face à l'augmentation des besoins pendant la grossesse. Lorsque vous regardez l'évolution des paramètres fonctionnels thyroïdiens, vous avez donc l'augmentation de la concentration de T4 libre sous l'action d'HCG avec une image en miroir et une diminution de la concentration de TSH, l'augmentation de la T4 totale et de la TBG étant essentiellement corrélée sur l'augmentation de la concentration de TBG. Le deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est le rôle des hormones thyroïdiennes, et en particulier très précocement, dès les premières semaines et les premiers mois de grossesse, sur le développement du cerveau de l'enfant. Et en particulier, il faut garder à l'esprit que jusqu'à la fin du premier trimestre en grossesse, l'ambiance thyroïdienne est dépendante exclusivement de la production des hormones thyroïdiennes par la mère. Mais cette production d'hormones thyroïdiennes va persister jusqu'à la fin de la grossesse. Mais donc toute diminution des capacités de production des hormones thyroïdiennes par la mère va pouvoir entraîner des modifications du développement du cerveau. Très rapidement, la TSH va faire le diagnostic de dysfonctionnement thyroïdien. La T4 libre, elle, fera le diagnostic de l'importance du dysfonctionnement thyroïdien. Les anticorps anti-thyroperoxydase font le diagnostic avec les anticorps anti-TG d'une thyroïdite auto-immune, mais il faut toujours garder à l'esprit d'interpréter les concentrations de TSH en fonction de l'apport iodé, des troubles de dosage et des trimestres de grossesse. Et pour les gens qui s'intéressent à la pathologie thyroïdienne pendant la grossesse, regardez l'évolution qu'il y a eu dans les normes du bilan thyroïdien et de la concentration de TSH entre 2011, les recommandations de l'American Thyroid Association, l'European Thyroid Association en 2014, qui étaient à peu près comparables. Et puis après, on s'est fait un peu embrigader, je dirais, par les Américains qui ont pris en considération des normales de TSH dans des populations qu'on ne peut plus considérer comme étant avec un apport iodé normal. Et même nous, en France, regardez, on a monté progressivement les normes, en particulier au premier trimestre de grossesse, entre 0,1 et 4 micro-unités par ml. Ceci est un élément très important, et vous allez voir que dans la prise en charge de l'hypothyroïdie subclinique, c'est quelque chose que je vais dédouaner, et je ne vais pas garder cette normale supérieure, mais plutôt garder celle-ci qui me paraît plus importante, qui est à 2,5 micro-unités par ml. Alors, deux choses, hypothyroïdie, hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie, on ne va pas parler trop longtemps de l'hypothyroïdie clinique évidente, avec une TSH nettement augmentée, mais qui peut être marquée par des complications, des conséquences obstétricales que vous connaissez, les fausses couches, l'hypertension artérielle gravidique ou la prééclampsie, les anomalies placentaires, l'anémie et des retards de croissance
du fœtus. Mais ce qu'il faut savoir et se garder à l'esprit, c'est que la correction de l'hypothyroïdie clinique par un traitement par la lévothyroxine va entraîner la correction de l'hypertension artérielle gravidique, diminuer la fréquence des fausses couches et des accouchements prématurés et améliorer la qualité de vie des patientes. Et dans le même temps, gardez à l'esprit qu'il y a des conséquences néonatales de l'hypothyroïdie clinique importante, avec une TSH moyenne de l'ordre de plus de 10 micro-unités par ml, où vous avez deux choses importantes, une diminution moyenne du quotient intellectuel des enfants, évaluée à entre 7 et 9 ans, mais également une augmentation du pourcentage d'enfants qui ont un quotient intellectuel inférieur à 85. Deux choses. La moyenne du quotient intellectuel est diminuée et il y a plus d'enfants qui ont des quotients intellectuels inférieurs à 85. Il y a une corrélation entre l'hypothyroïdie et la diminution du quotient intellectuel. Par contre, la correction de l'hypothyroïdie clinique supérieure, je dirais à 10 ou 20 micro-unités par ml, entraîne une normalisation du quotient intellectuel chez les enfants nés de ces femmes qui ont été traitées pour une hypothyroïdie clinique. En fait, on est rarement confronté, je ne sais pas au Maroc, mais on est rarement confronté à des hypothyroïdies très importantes actuellement. On est plus confronté à des hypothyroïdies, ce qu'on peut définir une hypothyroïdie subclinique. Et on va garder l'hypothyroïdie subclinique avec une limite supérieure de la normale, alors 2,5 ou 4 micro-unités par ml, alors que la T4 libre est normale. Et on va voir s'il y a des conséquences obstétricales, néonatales ou du développement neurocognitif. Alors, est-ce que c'est fréquent, une hypothyroïdie subclinique pendant la grossesse? Oui, mais ça peut être jusqu'à 2,5 ou 3% des femmes enceintes. Et ça va être fonction de plusieurs critères, du moment où on va faire le prélèvement, mais surtout du critère de définition. Vous n'aurez pas le même critère si vous prenez une TSH à 2,5 ou une TSH à 4 micro-unités par ml. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une hypothyroïdie subclinique pendant la grossesse va pouvoir entraîner, d'une part, des troubles de la fertilité, une diminution des capacités ovulatoires des femmes qui présentent une hypothyroïdie subclinique et une augmentation du risque de fausse couche chez ces femmes-là. Par contre, chez les femmes qui ont une hypothyroïdie subclinique et qui sont correctement traitées avec une TSH inférieure à 2,5, vous augmentez la fécondité et vous faites diminuer le nombre de fausses couches précoces. Ceci avait déjà été montré il y a quelques années par Roberto Negro. Regardez, les femmes qui avaient une TSH inférieure à 2,5 avaient un pourcentage de fausses couches de l'ordre de 3,6%. Par contre, lorsque la TSH était comprise entre 2,5 et 5 micro-unités par ml, il y avait quasiment un double des fréquences de fausses couches précoces. Alors, ceci est retrouvé dans une étude plus récente publiée en 2017, où vous avez une augmentation de risque de fausses couches dès que la TSH est supérieure à 2,5 micro-unités par ml. Par contre, la correction de cette hypothyroïdie va diminuer le risque de fausses couches de ces patientes-là. De même, une mise au point qui a été faite cette année par Chris Pope montre bien que chez les patientes qui ont une hypothyroïdie et que l'on peut considérer comme bien contrôlées, avec une TSH inférieure à 2,5 micro-unités par ml, le risque de fausse couche est diminué. Par contre, dès que la TSH devient supérieure à 4 ou 4,5, vous avez une augmentation relative du risque de fausse couche précoce. À côté du risque de fausse couche, vous avez également le risque d'hypertension artérielle gravidique ou de prééclampsie.
qui est, regardez, dans ce travail, vous avez une augmentation relative du risque d'hypertension artérielle ou de prééclampsie. Et cette augmentation est liée à la présence de protéines anti-angiogéniques de façon parallèle à la diminution des capacités fonctionnelles thyroïdiennes. Un travail de 2019 montre bien que les femmes qui ont une hypothyroïdie ont une augmentation des complications obstétricales, que ce soit l'hypertension artérielle gestationnelle, la prééclampsie, des anomalies du placenta. Par contre, la correction de cette hypothyroïdie fait diminuer les complications obstétricales chez ces patients. Donc, l'hypothyroïdie pendant la grossesse est une cause de complications obstétricales et la correction de l'hypothyroïdie diminue la fréquence de ces complications obstétricales. Ceci a donc été également mis en évidence dans ce travail de Chris Pope, qui montre bien que ce soit les accouchements prétermes, les petits poids de naissance, le retard de croissance intra-utérin ou la mortalité périnatale est augmentée chez les patientes qui ont une hypothyroïdie subclinique. Ça, c'était les complications obstétricales. Est-ce qu'on a des données objectives bien caractérisées pour les conséquences de l'hypothyroïdie subclinique chez le fœtus, chez le nouveau-né? Et là, vous allez voir que les données sont moins claires. En effet, deux grands travaux, deux études qui ont été publiées dans le New England. La première, celle de John Lazarus, publiée en 2012, qui a évalué l'impact d'une hypothyroïdie subclinique sur le développement neurocognitif et l'impact d'une thérapeutique, ceci est un élément très important, par 150 microgrammes quotidiens de lévothyroxine. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence dans le quotient intellectuel chez les patientes qui ont soit une hypothyroïdie subclinique, soit un traitement par la lévothyroxine. Mais lorsqu'on regarde bien les données, les concentrations de TSH n'étaient pas très élevées, le dépistage était tardif en fin du premier trimestre de la grossesse et la sensibilité et la valeur du quotient intellectuel chez les enfants de 3 ans étaient peu discriminatifs. Et enfin, surtout, je dirais moi, c'est que ces patientes avaient été traitées par une dose assez importante de lévothyroxine qui était de l'ordre de 150 microgrammes par jour, non corrélée à l'augmentation de la concentration de TSH. La deuxième étude, qui est une étude américaine, Kasai, qui a été publiée dans le New England en 2017, qui a évalué dans 15 centres aux États-Unis des femmes qui présentaient une hypothyroïdie subclinique avec une TSH supérieure à 4 et qui ont été évaluées à 5 ans en ce qui concerne le quotient intellectuel ou des paramètres du score de Bailey. Et comme vous le voyez dans cette diapositive, il n'y a pas de différence significative entre le quotient intellectuel chez les patientes qui ont une hypothyroïdie, qu'elle soit traitée ou non traitée, au cours de la grossesse. Donc, un des éléments importants à prendre en considération dans ces deux études, que ce soit l'étude de John Lazarus ou l'étude de Casais, c'est que le traitement de ces patientes qui présentaient une hypothyroïdie était très tardif. C'était 16 semaines d'aménorrhée pour l'étude de John Lazarus, ça montait à plus de 20 semaines d'aménorrhée dans l'étude de Casais. Et je dirais que si j'étais à Toulouse, je dirais que en fait, l'initiation du traitement était trop tardive, les carottes étaient cuites. Le premier trimestre de la grossesse est lié à l'effet des hormones thyroïdiennes, essentiellement d'origine maternelle. Ce n'est qu'après la fin du premier trimestre de la grossesse que le fœtus commence à produire des hormones thyroïdiennes. Et la deuxième chose qu'il faut prendre en considération, c'est en particulier dans l'étude de John Lazarus, c'est l'impact
de cette posologie de 150 microgrammes donnée à toutes les patientes qui avaient une hypothyroïdie au cours de la grossesse. Vous voyez que pour avoir un quotient intellectuel, je dirais, normal dans la norme, il ne faut pas être en dessous ni en dessus. Il y a un risque aussi bien d'une hypothyroïdie que d'une thyrotoxicose. Il faut avoir une fenêtre thérapeutique qui est représentée par des concentrations de T4 libres, en particulier dans les valeurs de la normale. Donc, il y a des retentissements de l'hypothyroïdie à la fois sur le plan obstétrical et à la fois sur le plan neurocognitif. Et donc, il faut traiter les patientes qui ont une hypothyroïdie. Il faut restaurer rapidement le thyroïdie sans affecter la fonction thyroïdienne fœtale. Le traitement ne doit être que de la lévothyroxine, pas d'association thérapeutique T4 plus T3. Et la posologie doit être de l'ordre de 2 microgrammes kilo-jour. Par contre, si vous avez une hypothyroïdie très profonde, avec une TSH, je dirais, supérieure à 50 et une T4 libre très basse, vous pouvez, à l'initiation du traitement, pendant quelques jours, donner des fortes doses pour corriger rapidement l'hypothyroxinémie présente chez ces patientes. Donc, globalement, il faut traiter l'hypothyroïdie subclinique et il y a des discussions de savoir si on doit prendre en considération le niveau de la TSH, soit 4 microunités par ml, soit 10 microunités par ml en fonction ou pas de la présence des anticorps anti-thyroperoxydase. Alors, il faut commencer le traitement très rapidement, en particulier lorsqu'il s'agit d'une grossesse spontanée. Dès que le diagnostic est fait chez une patiente qui présente une hypothyroïdie, qui a un retard de règles, vous faites un test de grossesse. Si le test de grossesse est positif, il ne faut pas attendre la consultation du spécialiste, de l'endocrinologue. Il faut majorer la posologie de la lévothyroxine et on va avoir pour but de maintenir une TSH inférieure à 2,5 microunités par ml pendant toute la grossesse. Il en est de même pour une hypothyroïdie, pour une grossesse dans un milieu d'hypofertilité, avec une PMA, une procréation médicale assistée. Il n'y a pas de discussion à avoir pour une hypothyroïdie clinique, aussitôt que la TSH est supérieure à 4 ou à la limite supérieure de la normale. Pour une hypothyroïdie subclinique, je dirais qu'il faut prendre en considération le risque de fausse couche récidivante, l'âge de la patiente, 35 ans, l'existence d'une insuffisance ovarienne de type OPK et un contexte en particulier d'insuffisance ovarienne. Ça, on peut sauter. Donc, au cours de la grossesse, premièrement, il faut maintenir le thyroïdie maternel sans affecter la fonction thyroïdienne fœtale. Il faut savoir augmenter très rapidement la posologie du traitement chez une patiente qui a une hypothyroïdie connue du fait, d'une part, de l'augmentation de la thyroxine bandinglobuline, de l'hémodilution, de l'augmentation du volume plasmatique, du passage transplacentaire de la T4 du versant maternel au versant fœtal et surtout, au terme de la grossesse, l'existence de la désiodase de type 3 placentaire qui va dégrader la T4 que l'on donne aux patients. Donc, la surveillance de ces patientes doit être permanente pendant toute la grossesse parce qu'il y a des modifications qui se font à chaque mois de la grossesse. Donc, une hypothyroïdie traitée et chez une femme qui est enceinte doit imposer, je dirais, un contrôle fonctionnel thyroïdien de la TSH au moins tous les mois. D'accord ? L'augmentation des besoins va être fonction du contexte. Si vous avez, par exemple, une thyroïdite chronique, vous allez augmenter de l'ordre de 30%. Si vous avez un cancer, il n'y a plus de réserve fonctionnelle thyroïdienne chez la mère, et bien à ce moment-là, vous augmenterez de 50%. Et il n'y a pas de risque, transitoirement, de bien augmenter la posologie chez ces patientes-là. Voilà. Alors, il faut donc surveiller régulièrement la TSH pour adapter l'hormonothérapie substitutive.
À l'accouchement, après l'accouchement, on va diminuer la dose de lévothyroxine et on va revenir le plus souvent à la posologie prégestationnelle. Il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement chez les patientes qui prennent de la lévothyroxine. À la limite, elle donne la tétée et elle prend la lévothyroxine après la tétée, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut continuer la surveillance de la fonction thyroïdienne dans les 6 mois après l'accouchement, parce que si c'est une patiente qui a une thyroïdite chronique, il y a la possibilité d'un épisode de thyroïdite silencieuse du postpartum qui fait que la patiente peut passer en thyrotoxicose. Donc, si on parle d'hypothyroïdie, au cours d'une grossesse, une hypothyroïdie, même subclinique, est responsable de complications obstétricales, fétales et néonatales. Le traitement de la lévothyroxine diminue les complications maternelles et fétales. Et le thyroïdie au cours de la grossesse n'entraîne pas de complications chez la mère ou le fœtus. Par contre, il faut optimiser la prise en charge de ces patients en restaurant autant que faire se peut l'hypothyroïdie avant la grossesse. Il ne faut pas se faire prendre prendre du retard. Il faut prendre autant que faire se peut l'avance sur la grossesse de la patiente. L'hyperthyroïdie pendant la grossesse, je dirais que c'est plus facile, je dirais, mais je ne sais pas si c'est plus facile. Alors, c'est rare, c'est 0,1 à 0,5% des femmes qui débutent une grossesse. Et le diagnostic peut être difficile s'il n'y a que les signes habituels de la grossesse, les palpitations, la thermophobie. Le diagnostic, par contre, est facile parce que c'est une TSH basse avec une augmentation des fractions libres des hormones thyroïdiennes et en particulier la T4 libre et la présence des anticorps antirécepteurs de la TSH demandés sur les données de l'examen clinique et la palpation de la région cervicale antérieure fera le diagnostic d'une maladie de base d'eau. En effet, à côté de la maladie de base d'eau, comme vous allez entendre pendant cette présentation, il y a d'autres étiologies de l'hyperthyroïdie pendant la grossesse. Il y a la thyrotoxicose gestationnelle transitoire non auto-immune HCG dépendante, l'hyperémésis gravidarum et toutes les autres causes beaucoup plus rares. Dans le cadre de la maladie de base d'eau, vous avez cette évolution assez caractéristique d'une patiente qui présente une antécédente de maladie de base d'eau qui est équilibrée. Il y a le pic, là, en début de grossesse, qui est concomitant du pic de sécrétion d'HCG. Et après l'accouchement, vous avez un pic de thyrotoxicose et de récidive de la maladie de base d'eau lié à l'effet rebond auto-immun au décours de la grossesse. Alors, pour faire la différence entre une maladie de base d'eau et une hyperthyroïdie gestationnelle non auto-immune, vous avez plein de causes, vous avez plein de contextes. La présence ou pas des anticorps antirécepteurs de TSH, la présence d'un goitre, l'orbitopathie, les antécédents de la patiente, ainsi de suite. Il faut se souvenir que l'hyperémésis gravidarum, ce n'est pas exceptionnel, c'est concomitant de vomissements incoercibles du premier trimestre à la grossesse. Mais ça va s'éteindre au terme du premier trimestre à la grossesse. Il n'y a pas d'anticorps antirécepteurs de la TSH, et ça peut être lié à plusieurs éléments, soit une augmentation de la concentration d'HCG, soit une modification de l'activité biologique d'HCG chez certaines patientes, ou des mutations du récepteur de la TSH avec une hypersensibilité du récepteur. L'hyperthyroïdie va être responsable, la thyrotoxicose va être responsable par elle-même de complications. Ça peut être des complications maternelles, une anémie, une hypertension artérielle, des complications obstétricales avec des fausses couches et des retards de croissance intra-utérins et des complications fétales et néonatales. Prenez bien en compte celles-ci, des anomalies gastro-intestinales. Une thyrotoxicose au cours du premier trimestre à grossesse, ça peut être responsable d'atrésie œsophagienne et de fistules trachéo-œsophagiennes. Ce qui veut dire, parce que vous le savez très bien, que ce sont des complications qu'on peut être amené à rattacher à
un traitement par les antithyroïdes de synthèse, et en particulier le néomercazole. Mais ce n'est pas vrai systématiquement. Ce pourcentage, parfois, peut être surestimé par le fait que la thyrotoxicose par elle-même peut être responsable de ces complications. Alors les complications, à côté des complications de la thyrotoxicose, vous avez les complications pures de la maladie de base d'eau. Alors bien sûr, il y a des complications obstétricales liées à la thyrotoxicose, mais il y a aussi des complications liées au passage transplacentaire des anticorps antirécepteurs d'ATSH, qui, s'ils sont stimulants, ça entraîne une hyperthyroïdie. S'ils sont bloquants, ça peut être une cause d'une hypothyroïdie. Et regardez un travail de mon ami Dominique Luton, qui avait évalué le risque de dysfonctionnement thyroïdien en fonction des antécédents de la patiente ou d'un traitement par les antithyroïdiennes de synthèse pendant celle-ci. Et vous voyez que chez des patientes qui avaient soit des anticorps antirécepteurs ATSH ou qui nécessitaient un traitement par les antithyroïdiennes de synthèse, il y avait la possibilité, liée au passage transplacentaire des anticorps antirécepteurs ATSH, soit d'hypothyroïdie si les anticorps étaient bloquants, soit de thyrotoxicose si les anticorps étaient stimulants. Et à côté de ça, cette dysfonction thyroïdienne, il peut y avoir des anomalies du volume thyroïdien liées à l'action de ces anticorps antirécepteurs ATSH sur les récepteurs des cellules thyroïdiennes et avoir en particulier un goitre fœtal qui peut être un critère de gravité au moment de l'accouchement. Donc, l'hyperthyroïdie pendant la grossesse, il faut la traiter. Il faut restaurer rapidement le thyroïdie maternel sans affecter la fonction thyroïdienne fœtale. Et là, il y a plusieurs moyens thérapeutiques, toujours pareil. Les antithyroïdes de synthèse, l'iode minéral, on va voir. L'iode radioactif, par contre, là, il faut insister, c'est contre-indiqué pendant la grossesse. Sitôt qu'une femme est enceinte, on ne fait plus de l'iode radioactif. On peut parfois discuter la chirurgie. Mais gardez le fait qu'il y a en particulier les antithyroïdes de synthèse et les anticorps antirécepteurs d'ATSH qui vont pouvoir passer le placenta et donc il va y avoir un équilibre entre ces deux paramètres pour la fonction thyroïdienne fœtale et c'est un élément important. Alors les antithyroïdes de synthèse, c'est ça l'idée. Ils sont efficaces pour contrôler la thyrotoxicose pendant la grossesse, mais ils sont responsables soit d'effets secondaires bien classiques, des réactions allergiques, des complications hématologiques, à type d'agranulocytose, des complications hépatiques, et en particulier une hépatite avec le PTU qui parfois, lorsqu'on ne fait pas très attention, peut imposer une transplantation hépatique. Mais surtout, ces antithyroïdes de synthèse, en passant le placenta, et dans une certaine période, on va le voir, peuvent être responsables d'effets tératogènes et qui vont être différents selon les antithyroïdes de synthèse. Vous avez des effets tératogènes par le carbimazole, le méthimazole, et des effets tératogènes différents pour le propylthiuracile. Alors, quelques diapositives pour vous bien le faire montrer. L'aplasia cutis, c'est ça. C'est une absence de développement du cuir chevelu au cours d'un traitement par les imidazolés, mais ça peut être associé à d'autres complications. C'est rare, mais c'est surtout jamais observé avec le propylthiuracile. À côté de ça, vous avez l'embryopathie aux ATS, qui associe bien sûr une atrésie des couanes, des malformations gastro-intestinales, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'emphalocèle, une aire volumineuse hernie de la ligne médiane, un syndrome dysmorphique, comme vous voyez ici, et l'embryopathie aux ATS, c'est celle que l'on voit avec le carbimazole et le méthimazole, et rare au cours du traitement ou exceptionnel avec le traitement par le propylthiuracile. Par contre, le PTU va entraîner de petites anomalies au niveau du visage, des oreilles et des anomalies au niveau de l'arbre urinaire. Alors, est-ce que c'est fréquent ces anomalies? Non, ce n'est pas très fréquent, mais lorsque ça atteint un enfant et dans une fratrie, ça peut être très important, ça peut être de l'ordre de 4 à 5%.
Alors, ça a été rapporté dans plusieurs études, en particulier la dernière qui était de Steve Andersen dans le JCM en 2013. Mais surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a une fenêtre thérapeutique du risque des antithyroïdes de synthèse qui va être entre la 6e et la 10e semaine de gestation. Pendant cette période, la prescription d'antithyroïdes de synthèse peut exposer un risque important de malformation chez les enfants. De telle sorte que, si on peut essayer de diminuer la fréquence de ces traitements, et chez les patientes qui ont une maladie de base d'eau connue et qui sont traitées par les antithyroïdes de synthèse et qui viennent vous voir avec un début de grossesse, l'idée c'est est-ce que je peux arrêter le traitement par les antithyroïdes de synthèse pour diminuer le risque de complications fétales et de malformations. Et là, vous allez avoir ceci. Vous allez pouvoir vous donner une idée de pouvoir arrêter le traitement. C'est fonction, de la sévérité initiale, deuxièmement, de la nécessité du taux d'antithyroïdiens de synthèse que vous allez être amené à utiliser pour contrôler la thyrotoxicose, la durée du traitement, ce n'est pas la même chose si vous avez un traitement de 3 à 6 mois et si la patiente est traitée depuis plus de 18 mois, et les derniers bilans thyroïdiens. Et si vous avez une certaine ambiance en vous disant que la maladie de base de la thyrotoxicose est éteinte, vous allez pouvoir arrêter le traitement et mettre en route une thérapeutique. Par contre, si au début de la grossesse, vous avez tous les critères pour vous dire cette maladie de base d'eau est toujours évolutive, eh bien, vous avez tous les arguments pour continuer les antithyroïdes de synthèse en utilisant exclusivement, au début de la grossesse, le propylthiuracil. Alors, est-ce qu'il y a une contre-indication? Est-ce qu'il y a une contre-indication aux antithyroïdes de synthèse au cours de l'allaitement? Peu de données. Je dirais que chez les patientes qui sont traitées par, en particulier, propylthiuracil, eh bien, à mon avis, il n'y a pas de contre-indication si vous leur donnez moins de 300 mg par jour de PTU ou moins de 20 à 30 mg de méthylmazole par jour. Il faut fractionner les doses et surtout, je dirais, il faut que la patiente prenne son traitement après la tétée. Et dans tous les cas, il faut surveiller le bilan thyroïdien du nouveau-né tous les mois pendant toute la durée de l'allaitement. Le risque de récidive de maladie de base d'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure, est important chez les patientes qui ont une maladie de base d'eau. Il n'y a pas de problème. Et donc, il est nécessaire, au décours de l'accouchement, chez une patiente qui a une maladie de base d'eau, de mettre en place une surveillance de la fonction thyroïdienne pour prévenir le risque de thyrotoxicose importante au décours de celle-ci. Alors, le traitement de la thyrotoxicose, il y a d'abord le traitement préventif. Je crois qu'il ne faut pas hésiter chez une patiente jeune qui a une maladie de base d'eau dont les critères de départ étaient sévères. Grande thyrotoxicose, des anticorps antirécepteurs de la TSH très élevés, un goitre important. Il ne faut pas hésiter chez ces patientes-là à envisager un traitement radical qui ne peut être que chirurgical. En aucun cas un traitement par l'iode radioactif, parce que si vous faites un traitement par l'iode radioactif, vous allez faire remonter les anticorps antirécepteurs à TSH et vous augmentez le risque de dysthyroïdie fétale et néonatale. S'il y a une thyrotoxicose au cours de la grossesse, le traitement en première intention, c'est les antithyroïdes de synthèse. Et au cours du premier trimestre en grossesse, c'est le propylthiuracil. Et si vous n'avez pas le propylthiuracil, surveillez les patients avec un traitement par le carbimazole, méthimazole. Après le deuxième trimestre et troisième trimestre en grossesse, si vous avez une patiente traitée par PTU, continuez, parce qu'on n'a pas une bonne équivalente dose entre le PTU et les imidazolés. Mais ce n'est pas une faute de continuer le PTU. Le risque d'hépatopathie et d'hépatite au PTU est quand même très, très modéré.
Voilà. Donc, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est celle-ci. Une des choses importantes, c'est celle-ci. C'est que chez les patientes qui ont une maladie de base d'eau, il faut essayer de programmer les grossesses. C'est un élément très important. Ne pas hésiter à proposer à ces patientes, si les critères d'évolutivité sont importants, une thyroïdectomie avant le début de la grossesse, et elle débute sa grossesse alors que l'équilibre thyroïdien est obtenu. Et puis, voilà, c'est un élément très important. Le dosage des anticorps antirécepteurs de la TSH dans le cadre de la surveillance d'une maladie de base d'eau au cours de la grossesse. Le dosage des anticorps antirécepteurs de la TSH doivent être pratiqués au cours du premier et du troisième trimestre de grossesse chez toute patiente poursuivant un traitement par les antithyroïdes de synthèse pour une maladie de base d'eau gravidique. Ces anticorps doivent être dosés chez toutes les patientes qui ont eu un traitement antérieur par l'iode radioactif, parce qu'on sait qu'ils peuvent persister à un taux élevé. Et chez toute patiente euthyroïdienne, après un traitement médical pour une maladie de base d'eau, si la surveillance obstétricale met en évidence en particulier un goitre fœtal ou des anomalies de la croissance fœtale. Et en synthèse, je dirais qu'au cours de la grossesse, il y a la nécessité d'une collaboration très étroite entre les gynécologues, les obstétriciens et les endocrinologues pour la prise en charge de toutes les patientes qui présentent un dysfonctionnement thyroïdien, que ce soit, et en particulier auto-immun, que ce soit une maladie de Hashimoto avec une hypothyroïdie ou une maladie de base d'eau avec une hyperthyroïdie. Et je vous remercie de votre attention. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions. Merci, professeur Caron, pour votre exposé exhaustif, que ce soit sur les hypos ou les hyperthyroïdies et grossesse. Et la parole est à la salle pour des questions. Il y a le professeur Safi qui demande une question. Merci, professeur Caron, pour votre présentation. Je voulais demander la question concernant le dosage de la TSH et les normes. Parce que les normes peuvent varier d'un laboratoire à l'autre. On peut avoir des normes à 5 pour un laboratoire et des normes à 4. Donc, si on se fie à des dosages avec une différence de 1 unité, oui, pour la grossesse, ça va poser problème d'un laboratoire à l'autre. Et est-ce que, normalement, le laboratoire devrait faire ses propres dosages lorsqu'il en a les moyens? Chez une population, on sait qu'on doit avoir l'iode, qu'on doit avoir les anticorps anti-TPO pour pouvoir faire ce dosage. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que la TSH doit rester inférieure à 2,5 micro-unités par ml pendant toute la grossesse. Voilà. Voilà. Oui. Philippe, je peux te poser une question, Jean-François Gauthier. Tu parlais d'évaluer la prise d'iode chez les individus, enfin chez les femmes enceintes, pour interpréter. Tu fais quoi en pratique? Tu les interroges, tu les diététionnes, tu doses l'iodémie ou... Ah non, je dose rien du tout. Je les interroge et si j'ai suffisamment d'arguments, je propose une substitution iodée pendant la grossesse. Mais chez les patientes qui n'ont pas de passé thyroïdien sous-jacent. Merci, professeur Caron, pour votre intervention. J'ai 2 petites questions sur le plan pratique. Si on a une TSH à 3000 unités par litre avec anticorps anti-TPO négatif et échographie normale, est-ce qu'on traite quand même ou pas? La deuxième question... Attendez, à mon âge, une question, une réponse. Je suis vieux, vous savez maintenant. TSH à 3 TSH à 3, anticorps anti-TPO, anti-TG négatif, échographie normale. Je renouvelle la TSH. Sur le plan pratique. Hein? Oui.
oui, pratique. Oui, je renouvelle la TSH, mais ce n'est pas obligé que je traite. Ma deuxième question concernant l'hyperthyroïdie, si j'ai une patiente en euthyroïdie, toujours sur le plan pratique, si j'ai une patiente en euthyroïdie clinico-biologique avec anticorps antirécepteurs d'ATSH positif, qu'est-ce que je dois faire? Tout dépend du niveau. Alors, premièrement, ces anticorps, je ne sais pas s'ils sont stimulants ou bloquants. D'accord? Parce qu'on a des anticorps antirécepteurs à TSH, stimulants ou bloquants. Donc, si vous avez, et la TSH est normale. Normalement, je vais être méchant. Pourtant, je n'aime pas être méchant. Vous n'aviez pas de raison de doser les anticorps. Si vous avez une surveillance, si vous faites une surveillance, et oui, ouais, si vous faites une surveillance d'une patiente qui a une TSH normale, vous n'avez pas de raison, de principe, à de lui doser les anticorps antirécepteurs de TSH. Voilà. On a encore une question là-bas. Oui. Oui, merci pour cette présentation. En fait, j'ai une question par rapport au dimazole. Est-ce qu'il y a une dose maximale à ne pas dépasser pendant l'allaitement? Est-ce qu'il y a une dose maximale d'antithyroïdien de synthèse à ne pas dépasser pendant l'allaitement? Pendant l'allaitement? Oui. Vous avez vu ce que j'ai écrit? Ouais, je crois que pas plus de 20 à 30 mg de midazolam, de néomercazole en particulier, et pas plus de 300 mg de propylturacil, en sachant que je donnerai ces médications après la tétée de l'enfant. D'accord? Il tète ou elle tète, et je lui donne le traitement après. D'accord? Non? Si on dépasse cette dose, il faut arrêter l'allaitement. Au cas où il faut dépasser cette dose, on arrête l'allaitement. C'est déjà pas mal. 20 à 30 mg de néomercazole et 300 mg de propylturacil, ça fait 6 comprimés. C'est pas mal quand même. Et j'ai une question, professeur Caron, si vous vous permettez. Allez-y. C'est à propos du dépistage de l'hypothyroïdie chez les femmes enceintes. Nous, au Maroc, on a une particularité, c'est qu'on est un pays qui est en carence modérée. D'iode. Oui, d'iode. Ouais. Et la question, est-ce qu'on fait un dépistage systématique ou on respecte les facteurs de risque, que ce soit de l'ATA ou de la AS? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on dépiste selon les facteurs de risque ou on fait carrément un dépistage systématique chez les femmes enceintes? Mais de quoi? De la carence? Non, on est un pays de carence modérée en iode. Ça veut dire pour toutes les femmes enceintes, est-ce qu'on va faire un dépistage systématique, oui ou non? C'est-à-dire un dosage de TSH? Oui. Ah. Non. Non. Plutôt les facteurs de risque? Moi, je ne ferai pas systématique. Vous voulez que je vous rassure? La France est un pays de carence iodée relative pendant la grossesse. Nous, on a en France, globalement, entre 80 et 100 microgrammes d'apport iodé par jour, en dehors de la grossesse. Ce qui est insuffisant pour faire face aux besoins pendant la grossesse. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire que les 650 000 femmes enceintes en France doivent avoir un dosage. Je ne sais pas si mon ami le professeur fait le dosage. Tu fais systématiquement le dosage de la TSH chez les femmes enceintes? Ah, tu vois beaucoup de diabétiques. Dès qu'il y a des antécédents thyroïdiens, c'est ce que tu dis, on le fait, ça n'a pas de discussion. Et chez le diabétique, on a 20% de nos diabétiques qui ont une dysthyroïdie à un moment donné dans leur vie. Ouais. Donc on dépiste avant la grossesse ou en début de grossesse, on fait toujours un bilan thyroïdien. Non, je dirais pas je ne pensais pas qu'il faille faire le dépistage systématique de la TSH chez toute femme qui débute une grossesse. Merci. Oui, professeur Ben Qassem. Merci beaucoup, professeur Caron, pour votre excellente présentation. Alors, ma question concerne la thyrotoxicose gravidique transitoire, mais lorsqu'il s'agit d'une forme sévère et qui ne répond pas aux ATS. Alors, comment traiter dans ce cas? Pourquoi elle ne répondrait pas aux ATS? Avec des tracts négatifs et une échographie, des anticorps antirécepteurs à la TSH négatifs et une échographie normale.
avec un profil de thyrotoxicose et T4 très élevé, Ouais. et absence de réponse aux antithyroïdiens de synthèse. Alors, moi, la première chose que je dirais, c'est que la patiente ne prend pas son traitement. Et prend son traitement. C'est sûr, vous êtes derrière? Oui, et c'est au milieu hospitalier, il est hospitalisé, et c'est une forme très sévère, et on donne, nous, le traitement. Et qu'est-ce que vous avez comme antithyroïde de synthèse? Le PTU. Et on a essayé avec le PTU et on a essayé avec le carbimazole pendant le deuxième trimestre. Alors c'est une thyrotoxicose qui persiste au deuxième trimestre. Ah, qui persiste au deuxième? Qui persiste, oui. Et Ah. on refait à chaque fois les anticorps, elles sont négatifs, l'échographie, aucune anomalie au niveau de la thyroïde. Et ce n'est pas une maladie trophoblastique et ce n'est pas un stroma ovarien. Non, mais c'est quand même une hyperthyroïdie gestationnelle non auto-immune un peu particulière, hein, parce que normalement, ça doit disparaître après la fin du premier trimestre à grossesse. Et donc, la première étiologie, c'est qu'elle peut avoir une mutation du récepteur de la TSH qui fait qu'il est hypersensible à HCG. Et à ce moment-là, il faut le traiter, bien sûr. Et si vous n'y arrivez pas, il faut envisager un traitement radical qui, dans le contexte, ne peut être qu'au deuxième trimestre à grossesse. Chirurgie. Ah, chirurgien, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Si je peux me permettre, professeur Caron, je vais sortir un petit peu du commun des questions qui ont été posées et vous demander si vous avez un mot à nous dire sur la physiopathologie des complications gastro-intestinales chez le nouveau-né. Des complications gastro-intestinales. C'est-à-dire chez le nouveau-né, dont la maman est hypothyroïdienne. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez touché un mot si... Non, je ne vois pas. Allez-y. J'ai vu sur une diapositive qu'il y avait des complications gastro-intestinales. Oui, des malformations. Des malformations, oui. Ouais. Des malformations. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur? Non, on n'a pas d'idée là-dessus sur les malformations gastro-intestinales chez les patients, chez les enfants nés de femmes qui avaient une thyrotoxicose. Non, on n'a pas d'idée. D'accord, ben merci. D'autres questions dans la salle? Allez, peut-être une dernière pour qu'on puisse rester dans les limites de notre temps. Merci beaucoup. J'ai une question, s'il vous plaît, à propos de la question sur l'antitrac positif avec TSH-T4 normal pendant la grossesse. À propos de la question qui était sur l'antitrac positif pendant la grossesse, anti-récepteur de la TSH positif pendant la grossesse avec TSH normal, T4 normal. J'ai lu certains articles sur les patients qui étaient déjà traités pour maladie de base d'eau avec antithyroïde de synthèse avant la grossesse, qu'on doit surveiller l'antitrac pendant la grossesse chaque trimestre. Ça veut dire chaque 3 mois. Et si l'antitrac est supérieur ou égal à 5 ou 7, on doit traiter avec antithyroïde de synthèse pour éviter le traverse sur le placenta et l'effet de l'antirécepteur de la TSH sur le fœtus. Qu'est-ce que vous dites sur ça? Moi, je dirais qu'on traite à l'aveugle parce que vous ne savez pas quelle est l'activité biologique de ces anticorps antirécepteurs de la TSH. Si vous avez des anticorps antirécepteurs de la TSH chez la patiente qui ne prend pas de traitement, qui n'a pas de traitement. Non, elle était déjà traitée. Non, mais elle est déjà traitée ou elle prend... Quoi? Il y a 2 solutions. Elle a présenté une maladie de base d'eau. Elle a été traitée. Oui. Et dans le cadre de la surveillance, elle a une TSH normale. Exactement. Et des anticorps antirécepteurs T4 normal et antirécepteur positif, oui. Présent. Oui. Vous ne savez pas quelle est l'activité biologique de ces anticorps. Ça peut être ce que moi j'appelle une soupe, c'est-à-dire à la fois des stimulants et des bloquants. Et donc, si vous traitez avec des antithyroïdes de synthèse, eh bien vous faites courir un risque d'une hypothyroïdie fœtale et néonatale. Donc, moi, je ne sais pas, donc je surveille, voilà.
car il dit que l'antirécepteur de TSH peut traverser le placenta chez le fœtus et cause un hyperthyroïdie fœtale. Ah oui, oui. Chez le fœtus. Donc pour empêcher cette complication. Que ce soit des anticorps antirécepteurs de la TSH stimulants ou bloquants, ils peuvent passer le placenta et être responsables. Alors si c'est une soupe, il n'y a pas de grand risque, mais s'ils sont essentiellement stimulants, ça peut entraîner une thyrotoxicose. Et s'ils sont bloquants, voilà. Certaines équipes ont proposé de faire des ponctions fétales in utero avec dosage de la TSH chez l'enfant. Oui, c'est une deuxième surveillance, voilà. Technique de surveillance. Et avec le risque quand même que c'est un geste qui peut entraîner une fausse couche. Donc moi, je sais, c'est pas très fréquent, mais je ferai très attention. Je ne partirai pas systématiquement sur un taux d'anticorps antirécepteurs de la TSH sur un traitement par les antithyroïdes de synthèse. Non. Merci. OK ? Merci, professeur Caron, pour votre générosité habituelle. Et on passe à la